On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, c'est chose faite au Texas maintenant que les élus démocrates sont rentrés de leur exil. On a adopté le gerrymandering, le redécoupage de cartes électorales qui va aider beaucoup les républicains. Mais on ne souhaite pas faire la même chose en Californie. Voilà, donc le résultat de la manipulation de la carte, et c'est pas illégal de le faire comme ça, hein. Rappelons que c'est chacun des États qui organise sa propre élection, donc même une élection fédérale. Alors, on a décidé de redécouper la carte. Pour les maniaques, pour ceux qui adorent jouer dans le jeu politique, on peut même aller voir ce que ça donne. Donc, il s'agit tout simplement de chercher redécoupage électoral au Texas. On va finir par tomber sur ces cartes. C'est un tracé qui n'a pas vraiment de logique, mais ça va avoir pour effet de trouver 5 nouvelles circonscriptions républicaines. Le Texas, on n'y pense pas souvent, hein, comme État démocrate. Aux élections, on dit souvent c'est gagné par les républicains, mais il faut voir qu'il y a une progression des démocrates. Voilà, les démocrates, au plan démographique, il y a, comme dans le reste de la population américaine, il y a une hausse au Texas, mais dans les villes, surtout, on vote de plus en plus démocrate. Et on vient faire un contrepoids à cet effet-là. Donc, au Texas même, ça permet aux républicains de garder le haut du pavé ou de maintenir donc le nombre de sièges. Mais pour une élection présidentielle ou à la Chambre des représentants, ben, ce sont des circonscriptions supplémentaires comme ça qui donnent des votes aux républicains. Donc, on fait d'une pierre deux coups là, au niveau de l'État, puis en même temps au niveau fédéral. Les démocrates ont condamné souvent ce genre de redécoupage très partisan. Il faut préciser que les démocrates ont déjà joué ce jeu-là aussi. Mais eux disent les républicains le font de manière épouvantable, c'est-à-dire on exagère, ça n'a plus aucun sens. Puis la réponse en Californie, qui est un autre État très, très populeux, Gavin Newsom a dit pour chaque siège que vous allez trouver au Texas, nous, on va compenser. Donc, c'est la démocratie, à mon sens, qui y perd, mais si on ne regarde du côté très pragmatique, très terre à terre, ce que ça donne pour les élections, même quelqu'un comme Barack Obama, qui habituellement se tient loin de ce genre de manipulation, là, il essaie toujours de rester un peu au-dessus de la mêlée, toujours, du moins dans le propos, en tout cas, élégant, noble, digne. Hier, il a effectué une sortie pour dire j'appuie entièrement ce que fait Gavin Newsom. Les républicains s'accrochent à une pratique qui est tellement exagérée que je ne peux qu'appuyer Gavin Newsom. Mais donc, c'est littéralement, j'aime autant tant qu'à avoir une guerre qu'elle se fasse en redécoupage électoral, mais on ne fait pas ça pour le bien de la population américaine ou pour mieux, merci pour la carte, donc pour mieux représenter les gens. Donc, ça donne ce que vous voyez à l'écran. On a quelques zones bleues qui correspondent à des grandes villes. Le reste, c'est le résultat de ce redécoupage partisan. Puis l'idée, c'est d'isoler, exactement comme on le fait sur la carte, les démocrates. Il faut que les républicains, donc, dégagent de nouveaux sièges. Et ça donne quelque chose de vraiment particulier. Personnellement, je préfère de loin notre façon de faire, mais ce qu'on voulait faire aux États-Unis, c'était décentraliser le gouvernement au départ, donner plus de pouvoir aux États. Ben ça, c'est une des manifestations de la décentralisation. Ouais, puis moi, je t'avoue, là, Luc, que j'ai aucun problème. À ce point-ci, là, à ce moment-ci du match, là, rendu loin de même dans le game, là, j'ai pas de problème à voir les démocrates s'abaisser, entre guillemets, là, au niveau de Donald Trump. Il y a comme rien qui fonctionne. D'essayer de clamer que la démocratie est attaquée, même si on a raison, ça fait rien bouger. Moi, de voir Gavin Newsom imiter là, presque comme un clown là, Donald Trump dans toutes ses communications, ça soulève pour moi l'espèce d'ironie. Là. Je veux dire, j'ai fait jouer plus tôt dans l'émission un extrait de Dana Perino, commentatrice de Fox News, qui dit c'est vraiment indigne, c'est pas mature, c'est pas sérieux pour un poste comme le sien. Non, ça c'est... Imite le président. Lui, je pense que... voilà, t'as raison. Et je pense que les démocrates se sont... J'ai presque envie de te dire enfin. Quand on écoute les critiques depuis des années du Parti démocrate, c'est
Si vous allez à la guerre hein, avec la fleur au fusil ou au canon, des chances que l'ennemi finisse par l'emporter puis assez rapidement. Hein. C'est donc, on a décidé de laisser tomber les gants, littéralement. Donc, c'est un peu ce qu'on évoquait quand on disait les démocrates ont envie de la jouer MAGA. Donc, on n'a pas de Donald Trump démocrate. Donc, MAGA sans Donald Trump, c'est déjà un peu bancal. Là. On a de la difficulté à reproduire quelque chose quand on n'a pas le personnage principal du On s'entend. scénario. Mais voilà, mais c'est un peu ce qu'on voulait dire par MAGA, c'est qu'on ne reculera devant rien maintenant. Donc, vous avez décidé d'y aller avec le redécoupage, puis le gouverneur Abbott, la législature au Texas, font ça parce que Donald Trump leur a demandé. Donc, la réaction des démocrates, c'est écoutez, vous êtes allé trop loin, maintenant on va répondre coup pour coup. Et c'est exactement ce que Gavin Newsom fait. Et je ne sais pas ce que ça va donner dans 2 ans et demi, 3 ans, mais Gavin Newsom, au moment où on se parle, c'est le démocrate numéro 1 sur la ligne de front. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui obtiennent autant d'attention et d'appui pour sa réplique que Gavin Newsom. Et là, tu nous donnes des nouvelles du désormais tristement célèbre, puis assez rapidement, merci comme réputation, Ah. le Alligator Alcatraz qui pourrait être déjà fermé. Ben écoute, ça va être intéressant de voir ce que le juge va trancher, mais ça, c'est ce qu'on a laissé planer. Et ce n'est pas parce qu'on trouve que les conditions ils sont trop dures, hein, que c'est impitoyable. Ce n'est pas parce que pour arrêter des migrants, on contourne la loi. Ça pourrait être des choses qui sont invoquées par des avocats, par exemple, qui défendent les droits des migrants. C'est qu'on s'est retrouvé devant un tribunal et il y a une plainte pour savoir en partant qui est-ce qu'on peut poursuivre quand on veut poursuivre pour soit les conditions de détention, soit la méthode utilisée pour prendre les migrants et les envoyer dans, littéralement, c'est l'équivalent ou presque des camps de concentration. Donc, pas des camps d'extermination, là, soyons clairs ce matin. Donc, il y a un juge qui a dit, ben écoutez, on a de la misère à le savoir. Grosso modo, c'est censé être une prison d'État, mais ce sont des forces fédérales qui y travaillent et qui effectuent la supervision. Donc, quand vient le temps de poursuivre, le juge a demandé à ce qu'on établisse clairement qui gère ça, Alligator Alcatraz. C'est Washington, c'est le département de la justice, c'est la police frontalière ou c'est l'État de la Floride. Donc, c'est une collaboration, mais là, ce que le juge dit, c'est qu'on n'arrive plus à départager. Et si des gens veulent poursuivre, ben, on nuit à leur droit, finalement, tout à fait légitime, d'intenter des procédures devant les tribunaux pour OK. remettre en question arrestation, conditions de détention. Donc, c'est intéressant, c'est venu, entre guillemets, sur une technicalité. Qui gère ça? Et quand c'est né Alligator Alcatraz, on a associé ça à l'administration Trump, on a associé ça à la justice ou à la sécurité intérieure, mais c'est fondamentalement un projet de la Floride. Donc, c'est un projet de l'État, mais géré par le fédéral au quotidien, dans le day-to-day, dans les opérations quotidiennes. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est carrément la menace qui plane, c'est si vous ne gérez pas mieux ça, grosso modo, si vous ne clarifiez pas la situation, on va tout fermer. Et rapidement en terminant, Luc, on Oui. a pour une troisième fois un refus d'un juge de publier Ah, les infos du grand jury dans le procès de Jeffrey Epstein. Ça va commencer à taper du pied, là, quelque part. ben voilà, c'est 2005-2006 pour accuser Jeffrey Epstein. Donc, on avait présenté la preuve devant le grand jury, mais on avait entendu des témoins. Le juge dit non, pour protéger les témoins, vous n'allez pas obtenir ça. C'est le ministère de la Justice qui avait demandé de divulguer finalement le contenu des témoignages. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, le juge a dit non pour les mêmes motifs évoqués précédemment, mais il dit, en passant, là, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Si vous voulez vraiment de l'information, c'est le ministère de la Justice qui a largement, elle, le loisir de divulguer ces informations-là. Tiens, tiens. Donc, ça ramène la pression sur Pam Bondi et sur Donald Trump. Je me souviens avoir dit, retenez pas votre souffle pour le grand jury. Là, c'est pas là où est le crunchy ou le croquant de l'histoire. Puis, ben, ça expose finalement la diversion qu'a tenté de faire Donald Trump, plutôt que de tout simplement demander à Pam Bondi de divulguer des informations. Elle, qui semble-t-il, avait déjà eu une liste sur son bureau de clients de Jeffrey Epstein, qui est disparu par la suite, miraculeusement. Donc, on expose, j'ai presque envie de te dire, la supercherie ou en tout cas la stratégie pour gagner du temps de l'administration Trump. Le juge qui dit, vous voulez en divulguer de l'info? Vous en avez bien plus qu'il y en a dans le dossier du grand jury et dans ses témoignages. Ouais, ça va être intéressant de suivre
le cheminement de cette histoire-là, parce que c'est vraiment pas fini. Là. C'est le dossier qui ne Non. cesse de tourmenter l'administration républicaine. Luc, La Liberté, un gros merci, mon cher. À demain. Une bonne journée, Alexandre.